Jean-Luc Doucet, bonjour, bienvenue en Belgique. Alors on se retrouve devant le Palais Royal. Toi qui écris justement Ferdinand le Débile, qu'est-ce que ça te fait de te retrouver devant la royauté belge bien entendu? Royauté belge que je n'ai jamais qualifiée elle de débile. Donc non, je parlais de Ferdinand le Débile, Ferdinand Ier d'Autriche, qui était le prédécesseur de François-Joseph, donc l'époux de Sissi. Voilà. L'époux de Sissi, dont les Habsbourg, c'est encore les anciens empires d'Autriche si je me trompe. C'est bien cela, c'est la famille Habsbourg-Lorraine. Donc Ferdinand le Débile qui a souffert beaucoup de la consanguinité liée au mariage successif entre proches de la famille, puisqu'au lieu d'avoir 8 arrière-grands-parents comme vous et moi d'ailleurs, enfin, je pense, et il n'en avait plus que 4 lui. Alors c'est amusant parce que tu arrives en Belgique, tu viens du sud, tu viens de Toulouse, et nous sommes dans un froid mais polaire, c'est épouvantable, tu le supportes? Et oui, il faut bien le supporter. Je suis dans le nord pour une fois, oui, je viens de Toulouse, dans le sud. Et je viens pour le salon du livre d'histoire qui a lieu aujourd'hui et demain à l'hôtel de ville à Bruxelles. À l'hôtel de ville de Bruxelles, qui est considéré comme une des plus belles places d'Europe, voire du monde, soyons chauvins, on est en Belgique, on peut le dire. Mais superbe hôtel de ville malgré tout. Alors, tu t'attends à quoi? Parce que tu vas rencontrer quand même les pointures au niveau historique. D'abord, je m'attends à visiter justement cet hôtel de ville dont tu viens de me parler. Et puis éventuellement faire quelques rencontres et avoir quelques échanges à propos de cette période historique méconnue. Et en découvrir de nouvelles que je ne connais pas moi. Eh bien voilà, nous allons quitter l'hôtel, j'allais dire l'hôtel de ville, mon vieux, le palais royal, la maison du roi. Non, pas la maison, le bureau du roi. Nous allons le quitter et nous allons petit à petit nous enfoncer vers le centre de Bruxelles où nous allons découvrir la Grande Place et avant 2-3 monuments, peut-être Manneken-Pis, et on va se retrouver. À tout de suite. Et à tout de suite, Philippe. Merci. Patrick Weber, bonjour, quel honneur, mais quel plaisir, vous avez un costume remarquable, j'adore votre costume. Dites-moi, c'est un succès, hein? Bah écoutez, on espère, on va voir comment ça va se passer aujourd'hui avec une tempête qui s'annonce, ça fait toujours un petit peu peur bien sûr, oui. Mais déjà rien que le fait de pouvoir parler d'histoire et d'être ici dans ce lieu qui veut dire beaucoup en fait pour tous les Bruxellois et pour tous les Belges, je pense d'une façon globale, mais l'idée aussi d'être dans un lieu devant lequel on a l'habitude de passer mais où l'on n'entre pas ou rarement. Ou pour les mariages. Ou pour les mariages, mais tout le monde ne se marie pas à Bruxelles, donc c'était un peu ça l'idée, quoi, de mettre en parallèle le plaisir du livre, le plaisir de l'histoire et un lieu magique. Alors, seconde édition, c'est bien ça, seconde édition, et la première édition avait autant de succès? Oui, tout à fait. Donc la première édition, simplement, c'était un jour. Donc c'est pas du tout la même chose. On a fait un jour l'année passée, un dimanche. Cette édition, on fait 2 jours. Première édition au Coudenberg l'année passée. Cette année-ci, ici. L'idée, c'est qu'on veut mettre sur pied un salon qui bouge, c'est-à-dire tous les ans découvrir un lieu extraordinaire et faire rentrer les livres dans un lieu. Une fois de plus, un lieu connu mais méconnu. Alors, il y a une chose qui m'a étonné, parce que j'ai fait pas mal de salons du livre, un véritable marathon. Mais quand on entre ici, en votre compagnie, en compagnie des bénévoles, des volontaires, on se sent bien. Il y a une chaleur que l'on ne retrouve pas ailleurs, sauf peut-être à 1 ou 2 endroits. Et là, je vous félicite. De grands noms également. Il y en a un qui passe derrière nous, d'ailleurs. Oui, enfin écoutez, oui, l'idée c'est de mélanger aussi des grands noms, comme vous dites, des Stéphane Bern, des Jean Descartes, des Laurent Deutsch, mais aussi des auteurs moins connus. Parce que l'idée c'est qu'ils ont tous un point commun, c'est que ce sont des passeurs d'histoire en fait, des gens qui ont envie de communiquer leur passion avec le plus grand nombre. Et une fois de plus, je le dis dans le lieu en fait, c'est ça qui est important, le lieu dans lequel on se trouve, qui est un plaisir de la découverte, un double plaisir de la découverte, du lieu et des livres. Alors, et aussi, j'insiste sur quelque chose, le fait de pouvoir parler aux auteurs et de prendre le temps de leur parler, c'est pas toujours le cas dans tous les salons. J'entends bien, et puis les auteurs ont une disponibilité incroyable, ils sont ouverts. On a rencontré hier une princesse, Esmeralda, c'est juste, qui est d'une accessibilité assez étonnante. On a eu l'occasion, elle nous a fait l'honneur d'une interview, et là c'était du bonheur, et j'avoue que c'était
ça faisait un peu bizarre, ça chatouillait un peu dans le ventre et ces choses m'exprimer. Donc oui, elle est princesse, puisqu'elle est la sœur de notre ancien roi, le roi Albert II, donc la tante du roi actuel, si on veut un petit peu voyager dans l'arbre généalogique. Mais elle est aussi journaliste et elle est auteure. Donc elle a écrit beaucoup sur l'histoire, elle est passionnée par l'histoire, c'est vraiment, je dirais, son moteur. Plus d'autres causes dont elle nous a parlé. Aujourd'hui, la princesse Léa sera là aussi, qui était l'épouse du prince Alexandre, donc la belle-sœur d'Esmeralda. Elle va remettre le prix Prince Alexandre cet après-midi ici dans la salle des mariages à côté. Et donc c'est aussi l'idée d'avoir comme ça dans ce salon des membres de la famille royale qui nous rejoignent. C'est un plus, bien sûr. On sait aussi, ils ne sont pas là parce qu'au niveau sécurité, il y a des choses qui sont compliquées à mettre en place. Mais on sait aussi qu'on a le regard bienveillant du roi et de la reine qui sont tout à fait au courant de l'initiative. Donc voilà, c'est forcément un plus pour le salon parce qu'il y a l'histoire, il n'y a pas que ça, mais c'est aussi l'histoire des grands destins. Tout à fait. Alors, j'ai envie de vous féliciter, mais je crois que ce mot serait déplacé. Alors je vais employer un autre mot, c'est merci. Merci parce que c'est un chouette salon et j'espère que vous allez avoir un chemin extraordinaire qui est déjà international et pourquoi pas bientôt accueillir des Canadiens. Écoutez, avec grand plaisir. Merci à vous aussi d'être là et de le répercuter. Et les portes sont ouvertes pour tous les francophones. Dans un premier temps, pour tous les francophones. Non pas qu'on soit fermé aux autres langues, mais c'est déjà compliqué à organiser comme ça. Donc on a préféré limiter ça à notre grande famille francophone. Voilà. Voilà, alors pour ceux qui sont absents, pour les autres années, je tiens à insister sur le fait que vous organisez également des conférences qui sont des plus intéressantes. Alors si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas. Vous avez un monsieur qui a porté à bout de bras, malgré tout, un salon de livres d'histoire. C'est quand même particulier, c'est une niche. Mais quel succès, bravo, pardon. Donc il suffit d'aller faire un petit tour sur le site, leclubdelistoire.com. C'est facile, vous verrez un petit peu tout ce qu'on organise. L'idée, vous savez, c'est de partager la passion de l'histoire de façon diverse. Ça peut être divers et varié. C'est-à-dire, ça peut être des conférences, ça peut être des cours, ça peut être aussi des voyages, ça peut être des découvertes culinaires, par exemple. On est parti il n'y a pas très longtemps sur les traces de Marie-Antoinette et on a fait à manger, on a mangé comme à Versailles. C'est vraiment un peu ça l'idée. L'histoire doit avant tout être un plaisir et une découverte. Eh bien voilà, bon vent, bon succès. Merci et à vous. À l'année prochaine. Avec plaisir. Merci, au revoir. Merci. Voilà, on vient de changer d'endroit, on se retrouve au Palais des Beaux-Arts, tu l'as visité quelques instants, très rapidement puisque le temps nous manque. On a parlé de Ferdinand le Débile, mais tu n'as pas écrit que ça, tu as écrit plusieurs romans historiques bien entendu. Plutôt toujours biographie, donc présentée sous forme romanesque, on dira, pour éviter de la rendre trop rébarbative. Donc ici on est au Palais des Beaux-Arts, comme tu viens de le dire. Et ça me fait penser un peu à Gianpietro Campana. C'est le second ouvrage, La malédiction de l'anticomane, qui était fou furieux, anticomane d'ailleurs, qui vient un peu d'héroïnomane, un addict aux antiquités. Et donc qui était atteint par la maladie de la collection, surtout, et des fouilles, surtout gréco-romaines. Il avait, au fil des ans, réussi à posséder la plus grande collection qui ait jamais existé, 15 000 objets. Bon, en se servant un peu de son statut de directeur du monde de piété de Rome, et en ayant un peu puisé dans les caisses. En fait, il mettait en gage ses objets donc pour récupérer de l'argent, financer ses fouilles et l'achat de collection, et ça s'est un peu mal terminé pour lui. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On ne va pas dévoiler peut-être, sinon on dévoile le roman. On peut dévoiler un peu quand même, il a été condamné à 20 ans de galère, mais la peine a été commuée en bannissement perpétuel puisque sa femme connaissait très bien Napoléon III. Napoléon III était amoureux d'elle et apparemment simplement amoureux, il n'y aurait rien eu. Et donc il est intervenu auprès du pape, sa peine commue en bannissement perpétuel. Napoléon III, on va peut-être éviter d'en parler puisque Victor Hugo est venu ici tout près, donc Napoléon III, Napoléon le Petit, Victor Hugo, ils n'étaient pas trop copains eux. Non, mais c'est vrai qu'il avait sa réputation de tombeur de Don Juan, de Casanova on pourrait dire. Et donc il est intervenu et la collection de Gianpietro Campana
a été dispersée au fil des ans à travers plusieurs pays, dont la France, qui en a acquis la plus grande partie. Et dispersé par qui? Ça appartenait à la famille ou c'était saisi par l'État? Ça a été saisi par le Vatican. Par le Vatican. Par le Vatican, puisque c'était avant l'unification italienne 1860. Et donc le Vatican avait besoin d'argent et a vendu. Oui, le Vatican avait besoin d'argent. On a vendu une partie à la Russie, à l'Angleterre, qui ont été les deux premiers États à se porter acquéreurs. Puis la France, qui en a acquis la majeure partie. Et il y a d'ailleurs une galerie Campana au Louvre qui fait 7 ou 9 salles. Et à travers une centaine de musées en France, il y a des objets de cette collection. Toi, bien entendu, tu l'as visité. Je suis allé, j'ai traversé la galerie Campana du Louvre. Et puis surtout, l'idée m'est venue de faire cet ouvrage en visitant le musée du Petit Palais à Avignon, qui est consacré aux tableaux de la Renaissance italienne, les primitifs du XIIIe et XIVe siècle. Et dans ce musée, il y a exposé une 360-380 toiles qui proviennent toutes de la collection Campana en fait. Et là, le coup de foudre s'est déclenché, tu es rentré, tu as ouvert tes manuscrits, tes tapuscrits et tu as démarré l'histoire. J'ai démarré l'histoire, ça n'a pas été évident puisqu'il n'y a pas non plus de biographie. Je n'ai pas trouvé de biographie qui lui soit particulièrement consacrée. Donc c'est toujours l'obligation de faire de piocher par-ci, par-là, récupérer quelques détails, voir un peu le contexte historique pour resituer l'histoire de ce personnage hors du commun. Et dans la chronologie, c'est le second ouvrage, le premier? C'est le second. Le second. Quelque chose en préparation? Je finirai par le savoir. Bon, alors je le dis de suite, mais il est en préparation, ça me prend un peu de temps. C'est sur le commandeur Marius Cazeneuve, un Toulousain cette fois, qui était un prestidigitateur, qui était lui en guerre contre les charlatans, qu'il les appelait, c'était la mode du spiritisme. Donc il avait créé la Ligue anti-spirit, dont il était le président. Et tu parlais tout à l'heure de Victor Hugo, et il avait réussi à convaincre Victor Hugo d'adhérer à la Ligue anti-spirit. Après la mort de sa fille alors? Oui, mais alors que l'on connaît le penchant de Victor Hugo quand même pour les tables tournantes. Oui. Et donc après cela, et malgré tout, il a réussi à l'entraîner dans la Ligue anti-spirit. Mama. On va continuer notre visite parce qu'il y en a encore un sacré chemin à faire. Donc, le parcours dans Bruxelles. Le parcours dans Bruxelles, nous allons sortir du Palais des Beaux-Arts et on va se diriger petit à petit vers l'îlot sacré, la Grande Place. Mais il y en a encore d'autres surprises avant. On se retrouve à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je rentre mon ventre, je vais essayer de ne rien faire tomber. Tout va bien. Tout va bien. J'ai grossi en France, mon pauvre. À chaque fois que vous allez quelque part, ils vous donnent le foie gras. C'est l'horreur. Laurent Deutsch, quel honneur de vous recevoir. Enfin, de vous recevoir, c'est vous qui me recevez. Nous sommes à Bruxelles, l'hôtel de ville de Bruxelles. Et grâce à vous, j'ai découvert la France dans toutes ses étapes. Mais vous êtes un chouette écrivain. Je ne sais pas si je suis un écrivain, je suis avant tout un comédien et un conteur. Donc ce que je dis avec la langue, j'essaye de le dire aussi avec la plume, mais je n'ai pas la prétention de quelqu'un comme Jean Descartes, je ne suis pas un auteur. Non mais écrivain, on peut dire un enfant. Ah non, bonjour. Justement, auquel point je ne cherchais pas à me comparer à une plume telle que la vôtre. Vous êtes Laurent Deutsch. C'est ce que je maintiens aussi, j'ai pas du tout votre talent d'écrivain. Alors on vient de vivre un moment extraordinaire. Laurent Deutsch qui rencontre M. Descartes, qui se salue. Non mais c'est justement pour ça qu'il faut que j'ai conscience que je suis simplement moi un auteur passionné. J'essaie d'écrire des histoires que j'écris avec mes pieds, très modestement, dans mes balades. C'est le fruit de la stupéfaction que je peux avoir devant tel ou tel vestige, devant tel ou tel bâtiment, que ce soit à Paris ou ailleurs, sur mes terrains de jeu dans lesquels me pousse mon métier d'acteur. Et ça s'arrête là, je suis pas un auteur. Vous mesurez combien, M. Deutsch? 1m70.
C'est déjà un grand auteur, ça. Oh, bah, c'est un auteur pop. Bon, c'est moyen, c'est médiocre. Hein, je veux dire, de votre temps peut-être, mais aujourd'hui, vous n'avez pas eu les générations qui nous suivent, ils font tous de mecs. Ah, je ne viens pas du Moyen-Âge tout de même. Alors, vous avez J'ai pas dit écrit, ça, j'ai pas dit ça. vous avez écrit Hexagone, vous avez écrit Métronome. Métronome, je ne le connais pas par contre. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, Métronome, c'est l'histoire de Paris vue à travers le prisme du métro parisien. Le nom de métronome est évidemment un jeu de mots avec le métro qui va renommer l'histoire pour quitter les chapitrages un peu classiques, mais c'est surtout aussi le fait d'équilibrer l'histoire, d'en raconter autant à l'époque de Dagobert que de Louis XIV. Car on souffre beaucoup quand on est passionné d'histoire, de déséquilibre dans les livres qu'on peut lire, dans les livres un peu transversaux, où vous allez avoir une espèce de vision exhaustive de l'histoire de France. Vous allez voir que les livres, il y a sur 500 pages, vous en avez 400 qui datent à partir de la Révolution française, et il n'y a que 100 pages qui datent d'avant, comme si c'était rien passé. Alors c'est pas forcément un point de vue idéologique pour prouver que la France est née avec la Révolution, mais quoi qu'il arrive, c'est un déséquilibre qui, moi, me gêne un peu parce que ça manque d'objectivité par rapport à 2000 ans d'histoire qui ne se résument pas en 200. Quel est votre plus grand rêve? Mon plus grand rêve? Oh là là, je me pose pas la question de savoir quel va être mon plus grand rêve, sinon je vivrais déçu tous les jours. Alors, vous êtes à Bruxelles aujourd'hui. Que représente Bruxelles pour vous? Bruxelles, c'est Charles Quint, c'est la puissance de cet empire, à la fois autrichien, espagnol. C'est une ville commerçante, c'est la Flandre, c'est le commerce de la Hanse, c'est les routes du commerce qui ont d'ailleurs beaucoup appauvri la France à partir de la guerre de 100 ans. Et elle marque Bruxelles, la puissance de Bruxelles marque le déclin des foires de Champagne et des foires de Paris. Et à mesure que la Flandre a grossi, la France s'est un petit peu rabougrie, quoi. Donc c'est au départ une vision inquiète. Mais quand on y est, on s'y sent bien. Et aujourd'hui, on vit dans une histoire apaisée, donc on profite de tout. Voilà. Alors vous avez dit que vous n'étiez pas un grand écrivain. Pourtant, en ouvrant et en découvrant vos écrits, moi j'ai parcouru l'histoire avec un plaisir énorme. Plaisir parce que vous étiez à la portée de n'importe quel lecteur. Et il m'était arrivé d'ouvrir votre livre et de raconter votre livre à un enfant de 3 ans qui avait la bouche ouverte. Alors rien que pour ça, merci. Écoutez, je suis très heureux, je mets tout ça là. Mais oui, moi je suis passionné depuis que je suis tout petit par l'histoire. Mais ce qui me plaît dans l'histoire avant tout, c'est le fait de me dire que ce qui m'entoure, c'est très égoïste, c'est une vision auto-centrée. C'est que ce que je vis a été fabriqué, façonné et modelé par des millions de gens qui m'ont précédé et qui sont finalement mes aïeux. Et faire de l'histoire, c'est partir à la recherche de ses aïeux. Oui, ou le vivre au jour le jour, et puis être attentif justement au passé pour ne pas reproduire les échecs du passé. Mais on tombe toujours dedans. Hein. Oui, alors je ne veux pas non plus me faire procureur ou moralisateur par rapport à l'histoire. Certainement que l'enseignement de l'histoire peut être un atout et un allié pour essayer de comprendre les grandes problématiques géopolitiques qui nous encadrent. Mais moi, c'est beaucoup plus simple que ça, c'est beaucoup plus terre à terre que ça. C'est simplement que l'histoire me permet de comprendre le monde dans lequel je vis. Non pas pour essayer de lui attribuer un point de vue moral, mais simplement une constatation factuelle de c'est comme ça parce qu'il s'est passé ça. Il est impressionnant, hein? Qu'il est impressionnant. Voilà. Je vous en mets combien? Une quarantaine. Vous enverrez la facture chez RCF. Dites-moi, je vous remercie pour ces quelques minutes très courtes, mais je vais vous laisser à vos lecteurs, c'est le plus important. Merci de votre visite à Bruxelles. Merci à vous. Et merci à Monsieur Descartes également, mais je ne vais pas le déranger. Je vais le déranger en Suisse déjà. À bientôt. À bientôt. Voilà, nous sommes au cœur de Bruxelles, l'hôtel de ville, donc bientôt le salon du livre qui va démarrer. Ça te fait quoi là? Bien, un peu d'impatience d'aller voir comment ça se passe à l'hôtel de ville, surtout que je ne connais pas l'hôtel de ville de Bruxelles et je crois que déjà lui seul vaut le déplacement. Alors, hôtel de ville de Bruxelles, bien entendu, tu marches sur les pas de Charles Quint, toi qui es historien, ça doit faire drôle, non? C'est une plongée dans le passé, un peu plus lointain même que ce que je n'ai écrit, puisque pour l'instant, mes 3 livres se passent au 19e siècle, donc tu me fais faire un bond dans le passé beaucoup plus loin. Voilà, on a parlé des 2 premiers livres et on a omis de parler du 3e. De quoi parle-t-on? On parle alors de Philibert Besson, le fou qui avait raison, qui est un homme politique français des années 30. Qui est né plus exactement en 1898, c'est en Haute-Loire, et qui a eu un parcours tout à fait extraordinaire. Et il a été d'abord officier de marine marchande, c'était son premier métier, puis il s'est lancé dans la politique
en dérangeant l'ordre établi. Ces chevaux de bataille, c'était principalement la lutte contre les monopoles, contre les grandes sociétés, les grandes compagnies comme les compagnies de chemin de fer et les compagnies d'électricité principalement qu'il appelait les vautours. C'est d'actualité ça. Et alors, ce bonhomme a fini mal, il est mort ici tout près, non? Non, il est mort à la forteresse de Riom en France, mais il a été élu député au terme d'une longue bataille, j'allais dire, contre les notables de Haute-Loire. Et il a été déchu de ses fonctions, ce qui est rarissime, pour une petite affaire d'escroquerie, de vol de carnet à souche qui n'a même pas été avérée. Il a pris la fuite pendant 1 an et il a été l'homme le plus recherché de France. Et déjà, il était condamné lors de son mandat de député. Et donc, il était risqué la prison. Et à chaque vacances parlementaires, il venait se réfugier à Bruxelles. Ah, Bruxelles. Héberger un fillard. Alors, Jean-Luc, un petit clin d'œil, tu parles de réfugiés à Bruxelles. Il y a un auteur célébrissime qui est venu passer quelques jours ici, sur la Grande Place, à la maison du roi qui se trouve là derrière toi, Victor Hugo. Bien, il va falloir que j'aille me mettre un peu dans les pas de Victor Hugo et aller franchir la porte de cette maison. Alors, merci pour cette courte balade. Tu es ici en Belgique pendant 3 jours, donc pendant 3 jours, on va peut-être en profiter pour voir d'autres lieux. Mais je vois tes yeux qui brillent, tes yeux qui scintillent parce qu'enfin tu es devant l'hôtel de ville. Alors, je vais te laisser parce que tu vas pénétrer par l'entrée royale, l'entrée d'honneur de l'hôtel de ville. Ça te fait quoi? Bon, je pense que je ne serai pas le seul et peut-être que je ne suis pas le seul attendu. Enfin, j'espère ne pas me retrouver tout seul à l'intérieur de l'hôtel de ville. Je serai là. À tout à l'heure. Au revoir. Tout de suite. Je vous écoute. Très rapidement, parce que vous avez une file devant vous. Bonjour Monsieur Berne, bienvenue à Bruxelles. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver dans une des plus belles salles d'Europe? Écoutez, franchement, oui, le sentiment d'être dans la plus belle salle des mariages d'Europe, sans doute. Hein. Cet hôtel de ville de Bruxelles est vraiment une salle magique. Et c'est un lieu chargé d'histoire. Donc, je pense que c'est le lieu idoine pour parler d'histoire et en tout cas pour faire une signature de livre d'histoire. Donc, Patrick Weber a tout à fait raison de réunir comme ça tous ces grands auteurs qui m'entourent et qui sont des vrais historiens. Vous savez, moi, je ne suis qu'un passeur d'histoire. Hein. Un journaliste intéressé par l'histoire. Mais je suis très impressionné d'être là. C'est une salle que j'ai connue pour certains mariages. Donc ça me fait tout drôle de revenir ici sur les lieux d'événements prestigieux. Mais en même temps, voilà, c'est un lieu qui vit. Et donc c'est une bonne chose. Alors, dernière question, et puis je vous laisse à votre fan club. Vous avez un amour particulier pour la Belgique. Quelle est cette origine? Écoutez, j'ai un tropisme qui me conduit toujours vers la Belgique et le Luxembourg, parce que, ayant des origines luxembourgeoises, je me sens un peu en famille au Benelux. Notre précédente grande duchesse était princesse de Belgique, donc je me sens chez moi. Et vous savez, je trouve que les Belges sont des Français sans arrogance, ce qui fait du bien. Je trouve que ici, les gens lisent les livres, ne se prennent pas au sérieux. Et moi, c'est un peu ma devise, faire son travail sérieusement sans se prendre soi-même au sérieux. Donc je me sens un peu belge de ce point de vue-là. Eh bien voilà, bienvenue. Maintenant je vous laisse parce que vous avez une file qui vous attend. Au revoir. Alors Jean-Luc, ta première journée à Bruxelles, premier salon du livre d'histoire, c'est bien ça, c'est bien son nom. C'est bien son nom, c'est organisé par l'association Écrire l'Histoire d'ailleurs, dirigée par Patrick Weber. C'était chouette, hein? C'était très bien organisé, dans un lieu somptueux. Aujourd'hui, changement de décor d'ailleurs. Ce matin, on est passé de l'hôtel de ville à l'atomium. Voilà. Atomium, tu connais le symbole? Le symbole de l'atome de fer, je pense. Construit en 1958 donc pour l'exposition universelle. L'exposition universelle de Bruxelles, effectivement. Je te remercie de m'avoir d'ailleurs appris cela. Et donc voilà, nous avons fait les deux opposés de Bruxelles quelque part. On a visité l'îlot sacré, on a visité le centre artistique de Bruxelles et puis nous voici à l'Atomium. C'est un lieu évidemment incontournable. Aujourd'hui,
seconde journée, second après-midi, à nouveau le Salon du Livre. Hier, tu as eu l'honneur de croiser la princesse Esmeralda et aujourd'hui, tu auras l'honneur de croiser la princesse Léa. Alors toi qui viens d'un pays républicain, évidemment, je te fais un clin d'œil, qu'est-ce que ça te fait? Il y a toujours une fascination, j'allais dire, pour les royautés, les familles princières. Et d'ailleurs, ça s'est ressenti un peu hier sur Ferdinand le Débile, puisque, j'allais dire à ma grande surprise, j'ai vendu plus d'exemplaires que je ne pensais. Et parce qu'il y a toujours un attrait donc, pour la famille des Habsbourg, ses règnes et surtout ce personnage donc, méconnu, qui était l'oncle François-Joseph. Et tu t'es retrouvé malgré tout au milieu d'auteurs célèbres. Il y avait Monsieur Descartes, il y en avait d'autres, on ne va pas tous les citer parce que la liste était nombreuse. Et voilà, Jean-Luc se trouve au milieu de ces personnalités. C'est pas rien quand même. Bien, ça fait extrêmement plaisir en fait d'avoir été accepté à ce salon qui regroupe pas mal d'auteurs connus, oui, comme Laurent Deutsch qui est arrivé hier en fin d'après-midi, Stéphane Bern qui doit aujourd'hui arriver. Il y avait Jean Descartes, Christine Orban. Et c'est vrai que c'est un honneur de se retrouver à côté d'eux. Il ne manque plus qu'une visite que l'on a ratée. C'est Mannequin Peace. Mais nous irons demain, je pense, le voir. Voilà, rendez-vous est pris. Qui est habillé, je crois, en Michel Polnareff, non, actuellement. Michel Polnareff qui était en Belgique il y a 2-3 jours de cette semaine. Évidemment, l'émission ici sera en différé. 2-3 jours, on ne sait pas exactement ce que ça représente dans l'émission. Mais voilà, tu auras le grand plaisir de rencontrer Michel Polnareff habillé en Mannequin Peace ou Mannequin Peace habillé en Michel Polnareff. Voilà. Eh bien, bon vent pour cet après-midi. Et puis je te souhaite exactement le même succès parce qu'il le mérite bien, monsieur le débile. Eh bien, je te remercie. Et puis, sans doute, devant le Mannequin Peace, je pense que nous nous retrouverons. Tout à fait. Au revoir. Au revoir.